On a tous connu ça, pas vrai? On doit réviser un chapitre important. Le livre est là, ouvert sur le bureau, le cahier aussi, et pourtant impossible de s'y mettre. On repousse, on trouve autre chose à faire, et la culpabilité commence à monter. Et si en fait, le vrai problème, c'était pas un manque de motivation, mais plutôt un problème de méthode. Dans cette analyse, on va voir comment on peut déjouer notre propre cerveau grâce à un système simple qui ne repose pas du tout sur la volonté. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va identifier le vrai problème derrière cette procrastination. Ensuite, on va plonger dans le mécanisme du cerveau qui nous bloque. On verra l'erreur que presque tout le monde fait, puis on découvrira un outil très simple pour la corriger. Et enfin, on verra comment l'utiliser concrètement. Allez, on attaque directement le cœur du sujet. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de se lancer, même quand, au fond, on a vraiment envie de bien faire? C'est la situation typique. Tout le matériel est là, prêt, on a même le temps. Et l'intention de s'y mettre est bien présente, quelque part. Et pourtant, c'est comme s'il y avait un mur invisible, une force qui nous empêche de faire le tout premier pas. On finit par faire n'importe quoi d'autre, sauf ce qui compte vraiment. La toute première chose à comprendre, et c'est vraiment crucial, c'est que ce n'est pas un défaut de caractère. On n'est pas paresseux, on n'est pas nul. On fait simplement face à une réaction normale, quasi biologique de notre cerveau. Et rien que de comprendre ça, eh bien ça change déjà tout. Ce mécanisme, il a un nom. Ça s'appelle l'inertie cognitive. C'est tout simplement la tendance naturelle du cerveau à vouloir rester au repos pour conserver son énergie. Démarrer une tâche qui demande de la concentration, comme des révisions, ça présente un coût d'activation mentale très élevé. Le cerveau, lui, il voit ça comme une dépense d'énergie énorme et il appuie sur le frein. Bon, maintenant qu'on a mis un nom sur ce qui nous bloque, allons voir un peu plus en détail comment ça fonctionne. Et surtout pourquoi est-ce que la stratégie la plus courante, celle d'attendre que la motivation arrive comme par magie, est en fait la pire de toutes. L'idée vraiment importante, elle est là. La motivation. Ce n'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint quand on veut. C'est beaucoup plus comme une vague. Parfois, elle est haute et tout nous paraît facile, mais la plupart du temps, elle est plutôt basse. Et donc, construire son plan de travail sur quelque chose d'aussi imprévisible, c'est un peu risqué. Du coup, si on ne peut pas se fier uniquement à la motivation, de quoi a-t-on besoin? Les chercheurs qui étudient le comportement ont montré que n'importe quelle action, que ce soit regarder son téléphone ou faire ses devoirs, dépend en fait de la rencontre de 3 éléments bien précis. Ce modèle, on peut l'appeler le modèle MCD. Pour qu'une action se produise, il faut un M, un peu de motivation, il faut un C, la capacité de le faire, c'est-à-dire que ça doit être assez facile, et il faut un D, un déclencheur, un signal. Pensez à une notification sur un téléphone. Le déclencheur, c'est la vibration, la capacité maximale, le téléphone est déjà dans la main, et la motivation de voir le message est là. L'action de regarder est presque inévitable. Et c'est là que ça devient super intéressant. C'est la relation entre la motivation et la capacité. En gros, plus une action est simple et facile à faire, moins on a besoin de motivation pour la commencer. Et ça, c'est la clé de tout. Parce que si on ne peut pas contrôler la vague de la motivation, on peut par contre totalement contrôler la facilité d'une tâche. Alors ça nous amène directement à l'erreur classique, celle que l'on fait presque tous, justement parce qu'on a mal compris ce lien entre facilité et motivation. C'est un piège mental très séduisant. L'erreur, c'est cette fameuse approche du tout ou rien. On se dit, ok, je m'y mettrai quand j'aurai les conditions parfaites. 2 heures devant moi, pas de bruit et surtout, la motivation au top. Le problème, c'est que ce moment idéal, il n'arrive quasiment jamais. Alors on attend et rien ne se passe. L'approche qui fonctionne est exactement à l'opposé. Rendre le démarrage si petit, si ridicule, qu'il ne demande aucune condition particulière. Voilà le résumé du piège, il est là. On croit, à tort, qu'il faut être motivé pour agir. Mais ce que la science et l'expérience nous montrent, c'est que bien souvent, c'est l'action qui crée la motivation. Une fois qu'on a vaincu cette inertie du début et qu'on s'est lancé, même pour 2 petites minutes, un élan se crée. L'envie de continuer, elle vient après avoir commencé. Ok, à cette théorie, on passe à la pratique. Voici un outil mental très concret, en 3 étapes toutes simples, pour mettre ça en application. On va l'appeler le démarrage ancré. L'idée de base est toute simple. Au lieu d'essayer de forcer la motivation à venir, on va rendre la tâche de démarrage si facile qu'elle n'en demande quasiment pas. En fait, on va manipuler la variable capacité de notre modèle MCD pour rendre le démarrage presque automatique. Voici les 3 étapes. D'abord, on choisit une encre. C'est une habitude qu'on a déjà, bien installée, qu'on fait tous les jours sans réfléchir. Ensuite, on vient y greffer une action minuscule qui doit prendre moins de 2 minutes. Et enfin, étape qu'on oublie tout le temps mais qui est essentielle, on célèbre cette micro-victoire. Pas besoin de faire une fête, un simple fait dans sa tête suffit pour envoyer un petit signal de récompense au cerveau. Et là, on voit très bien comment cet outil
pirate le modèle MCD. L'habitude ancre, c'est notre déclencheur fiable. La micro-habitude, elle, maximise la capacité en rendant l'action super simple. Et la petite célébration, elle libère un peu de dopamine, ce qui vient construire la motivation pour la fois d'après. On a créé un système qui s'alimente tout seul. On arrive dans la dernière partie. Voyons maintenant pourquoi cette approche est si puissante, et surtout, comment on peut s'en servir bien au-delà des simples révisions. Les bénéfices sont vraiment concrets. D'abord, on se bat plus contre soi-même. On abaisse tellement la barrière pour commencer que ça devient facile. Ensuite, ça crée un élan. Une fois qu'on a commencé, même 2 minutes, l'inertie est vaincue. Souvent, continuer est plus simple que de s'arrêter. On passe d'une dépendance à la volonté, qui est une ressource limitée, à un système automatique et fiable, qui ne dépend pas de notre humeur du jour. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce mécanisme n'est pas du tout limité au travail scolaire. On peut le transférer à n'importe quel domaine où on a du mal à se lancer. Prenons un exemple qui n'a rien à voir, apprendre la guitare. L'erreur classique, c'est d'attendre le moment parfait, d'avoir 1 heure devant soi et l'inspiration. Avec notre outil, ça donne quoi? L'encre, ça pourrait être juste après avoir posé mon assiette dans l'évier le soir. La micro-habitude, ce n'est pas jouer 1 heure, c'est juste sortir la guitare de sa housse et la prendre en main. C'est tout. L'action est tellement simple qu'il n'y a aucune raison de ne pas la faire. Et bien souvent, une fois qu'on a la guitare en main, on a envie de jouer quelques notes. La question à se poser est donc la suivante. Et pas demain, mais bien aujourd'hui. Quelle toute petite habitude qui prend moins de 2 minutes est-ce qu'on pourrait ancrer dans sa propre routine? Quelle est la plus petite action qui pourrait tout changer? S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. L'action ne suit pas la motivation. Elle la précède, et c'est elle qui la crée. Le plus simple, ce n'est pas de me croire sur parole, mais de choisir une micro-habitude et de la tester, juste pour voir. Le résultat est souvent assez surprenant.